Avant de rentrer dans le détail des impacts des changements climatiques sur la forêt, il est important de s'intéresser au rôle de l'eau dans le fonctionnement de l'arbre. À la différence des humains, les arbres n'ont pas de cœur pour faire circuler la sève. Le moteur de la circulation de la sève est la transpiration de l'eau au niveau des feuilles. Lorsque l'air n'est pas saturé en humidité, l'eau des feuilles qui est au contact de l'air s'évapore, un peu comme un linge qui sèche. C'est le phénomène de transpiration. La vapeur d'eau sort par des petits orifices appelés stomates. C'est également par ces stomates qu'entre le dioxyde de carbone qui va servir à la photosynthèse. Les arbres ont la capacité d'ouvrir et de fermer leurs stomates pour favoriser ou limiter ces échanges. Les molécules d'eau sont liées entre elles depuis les racines jusqu'aux feuilles. Lorsqu'une molécule d'eau s'évapore dans l'air, la molécule qui est derrière elle se retrouve aspirée en surface et entraîne à sa suite toutes les molécules d'eau du vaisseau qui canalise le flux de sève brute depuis les racines. Lorsqu'il y a suffisamment de lumière, l'arbre réalise en même temps de la photosynthèse dans ses feuilles. Pour cela, il utilise le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère pour produire des sucres. Ces sucres sont ensuite transportés par la sève élaborée pour servir à la croissance et au stockage de réserves pour les années suivantes. Ainsi, la quasi-totalité de l'eau puisée par les racines dans le sol est rejetée dans l'air par les feuilles sous forme de vapeur d'eau. Le bilan hydrique est un bon outil pour appréhender les flux d'eau, cette fois à l'échelle d'une forêt. C'est la pluie qui est la principale source d'eau de l'écosystème. Une partie de cette pluie est interceptée par le feuillage et retourne rapidement dans l'atmosphère sous forme de vapeur. C'est le phénomène d'interception. La majorité des précipitations arrivent au sol. Le sol a la capacité de stocker une partie de cette eau. C'est en particulier le cas l'hiver, lorsque les pluies sont régulières. L'eau excédentaire qui ne peut pas être stockée dans le sol s'évacue par drainage dans les nappes phréatiques ou les rivières. Enfin, lorsque l'arbre est actif, c'est-à-dire entre le printemps et l'automne, il va pomper de l'eau dans le sol et l'évacuer sous forme de vapeur au niveau des feuilles par transpiration. L'évapotranspiration correspond à la somme de la transpiration des végétaux et de l'évaporation de l'eau à la surface du sol. Le bilan hydrique est la différence entre les entrées et les sorties d'eau de l'écosystème. S'il n'y a plus suffisamment d'eau dans le sol par rapport à la quantité que l'arbre aurait besoin de transpirer, alors l'arbre est stressé et doit réduire son activité. On parle alors de déficit hydrique. En conclusion, le bilan hydrique permet de caractériser le niveau de stress des arbres lié au manque d'eau. Une augmentation de la température entraîne par des mécanismes physiques une baisse de l'humidité atmosphérique. Avec un air plus sec, le déficit de vapeur d'eau au niveau des feuilles devient plus important et l'arbre transpire plus. Si en même temps le sol est sec, l'arbre ne trouve plus suffisamment d'eau pour répondre aux besoins de transpiration et il entre en stress. Pour limiter son besoin de transpiration, l'arbre peut fermer ses stomates. Les différentes espèces ont des capacités de régulation plus ou moins importantes. La fermeture des stomates entraîne une baisse de la photosynthèse
car les cellules n'ont plus accès au dioxyde de carbone. L'arbre a donc moins d'énergie pour croître et stocker des sucres. Si ce stress se prolonge, l'arbre ne peut pas faire de réserve. Pour certaines espèces, la fermeture des stomates est limitée. Sur un sol sec, la tension de la colonne d'eau va fortement augmenter entre les feuilles et les racines, jusqu'à rupture de la chaîne qui relie les molécules d'eau. C'est le phénomène de cavitation. La cavitation peut avoir lieu dans chaque vaisseau, mais cela devient grave quand trop de vaisseaux sont atteints, car cela peut conduire à la mortalité de feuilles, voire de branches. A l'inverse, si tous les stomates sont fermés, les arbres ne peuvent plus réguler la température de leurs feuilles. En effet, comme chez les humains, la transpiration permet aux feuilles de se refroidir. Dans un contexte de sécheresse et de canicule cumulées, les feuilles en plein soleil peuvent alors brûler. Un stress particulièrement intense ou l'accumulation de plusieurs années difficiles peuvent conduire au dépérissement, voire à la mortalité de l'arbre. Certaines essences sont plus adaptées que d'autres au manque d'eau et aux températures élevées. Ainsi, l'augmentation de la température crée un stress hydrique en diminuant l'humidité de l'air. Le manque d'eau et des températures élevées peuvent conduire au dépérissement, voire à la mort de l'arbre. Les changements climatiques impactent la productivité des peuplements. Ce graphe représente les écarts de productivité par rapport à la valeur de 1982 pour des peuplements purs de 8 espèces largement représentées en France métropolitaine. Il permet de visualiser l'évolution pour chaque espèce, mais pas de comparer les niveaux de productivité entre espèces. L'augmentation de la productivité est constante de 1982 à 1995, pour toutes les espèces, excepté le chêne pubescent. Elle est due à l'augmentation des températures, de la concentration en dioxyde de carbone, ainsi qu'aux dépôts azotés. La productivité baisse ensuite très rapidement à partir de la période 1995 à 2000, pour revenir en 5 ans au niveau de 1982, voire moins pour les essences méditerranéennes, qui doivent faire face à des conditions sensiblement plus sèches. Cette baisse de croissance du pin d'Alep et du chêne pubescent ne signifie pas que ces espèces ne sont pas adaptées à la sécheresse, mais bien que l'augmentation des sécheresses, dans un milieu déjà très contraignant par rapport aux autres essences, les affecte. La seule essence pour laquelle la productivité continue d'augmenter de manière soutenue est l'épicéa. En effet, l'augmentation de température en altitude, là où il est majoritairement présent, continue d'avoir des effets positifs sur la croissance, et l'approvisionnement en eau n'est pas encore limitant dans ces zones. Pour conclure, les changements climatiques conduisent à une baisse de productivité des forêts. Le manque d'eau devient le principal facteur limitant à partir des années 2000. Comme expliqué précédemment, les sécheresses, lorsqu'elles sont couplées à de fortes chaleurs, peuvent provoquer la mort de feuilles, de branches, voire de l'arbre entier. Le hêtre, sur la photo de gauche, est un bon exemple. La mort d'un arbre est rarement due à l'action seule du climat. Des parasites, souvent des insectes
ou des champignons profitent de l'affaiblissement de l'arbre provoqué par les stress climatiques pour l'attaquer. C'est par exemple le cas des sapins de la photo de droite qui étaient trop affaiblis pour résister aux attaques d'insectes. Ainsi, les changements climatiques seuls peuvent conduire au dépérissement des arbres. Mais ce phénomène est souvent accéléré par des parasites qui profitent de leur affaiblissement. Les dépérissements dus au climat et aux parasites ne sont pas indépendants. Le scolite typographe, très agressif sur les épicéas, est un bon exemple. Cet insecte peut réaliser plusieurs générations chaque année. À chaque génération, une femelle peut donner naissance à 50 nouveaux scolites. L'enchaînement de plusieurs générations dans une même année permet à la population d'augmenter de manière exponentielle. Ces trois cartes présentent une modélisation du nombre de générations de scolites possibles jusqu'au 1er octobre. Les cartes des années 2018 et 2020 montrent bien une augmentation globale d'une génération par rapport à une année moins chaude comme 2016. Les dégâts très importants sur les épicéas de 2018 à 2020 sont dus à la conjonction de ces deux derniers facteurs. Des arbres stressés par les sécheresses successives face à une augmentation exponentielle de la population de scolites. En conclusion, les années 2018 et 2020 ont connu des températures plus élevées du printemps à l'automne, ce qui a permis aux scolites de se reproduire une fois de plus dans l'année. Les feux de forêt sont bien connus dans les régions aux étés chauds et secs. La défense des forêts contre l'incendie est mise en œuvre sur le pourtour méditerranéen et dans le sud-ouest. Ce risque fort en été conduit régulièrement à fermer des massifs forestiers entiers et à déployer des moyens logistiques et humains importants. Ces cartes présentent l'indice de feu météorologique calculé par Météo France, qui estime le risque d'occurrence d'un feu de forêt. Comme on peut le voir sur ces cartes, le risque d'incendie devrait s'étendre dans le futur à une grande partie du territoire métropolitain. Ainsi, dans un scénario pessimiste d'émissions de gaz à effet de serre, la quasi-totalité de la France métropolitaine présente un risque élevé de feux de forêt à la fin du siècle. Ce graphe représente les flux annuels de gaz à effet de serre en fonction de l'utilisation des sols en France. Quand on fait le bilan global, les zones urbanisées et les cultures émettent des gaz à effet de serre. A l'inverse, les prairies et surtout les forêts jouent un rôle de puits de carbone du fait de leur activité photosynthétique. Ce sont les forêts qui ont l'impact le plus significatif. Elles ont ainsi un rôle important à jouer dans le cadre des stratégies d'atténuation des changements climatiques. Cependant, le puits forestier reste fragile. Il est par exemple facile d'observer la baisse significative en 2000, conséquence des deux tempêtes de 1999. Il est probable qu'une baisse fasse également suite au dépérissement enregistré de 2018 à 2020, principalement en conséquence des attaques de scolites sur l'épicéa dans le nord-est. Comme cela a été expliqué précédemment, même sans parler de dépérissement, les arbres stressés poussent moins, et donc captent moins de CO2. Cette diminution de croissance pourrait induire une baisse plus limitée mais progressive du puits forestier. En conclusion, la forêt est le principal puits de carbone en France métropolitaine.
Cependant, ce puits forestier est fragile et dépend de l'état de santé des forêts. Au cours de sa vie, un arbre peut intervenir dans le cycle du carbone par différents mécanismes interconnectés: séquestration, stockage et substitution. Lorsqu'il est vivant en forêt, il séquestre du carbone grâce à la photosynthèse, dans le tronc, mais aussi dans les branches, les feuilles et les racines. Le carbone est ainsi maintenu en dehors de l'atmosphère pendant la durée de vie de l'arbre, puis il continue d'être immobilisé dans le bois mort. Après un certain temps, il est réémis dans l'atmosphère lorsque le bois se décompose, excepté une fraction qui reste durablement dans le sol. Lorsque l'on récolte du bois, une partie du carbone continue d'être stockée dans des objets à longue durée de vie, comme la charpente ou les meubles. En fin de vie, le carbone est réémis dans l'atmosphère. C'est un argument important pour prioriser les produits à longue durée de vie et continuer à produire du bois d'œuvre de qualité, car le carbone qui le compose ne sera pas relâché rapidement dans l'atmosphère. Le matériau bois peut se substituer à de nombreux matériaux plus énergivores dans la construction de bâtiments. Outre le stockage du carbone dans les matériaux, l'utilisation accrue de bois permet d'éviter les émissions dues par exemple à la fabrication de l'acier ou du béton. Le bois de plus faible qualité, souvent coproduit du bois d'œuvre, peut se substituer à des sources d'énergie fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz. On empêche alors le transfert dans l'atmosphère de carbone piégé dans le sous-sol de la Terre depuis des millions d'années. La combustion du bois, elle, réémet le CO2 que l'arbre a préalablement prélevé dans l'atmosphère et qui sera à nouveau stocké dans le temps par la génération suivante, dans le cadre d'une gestion durable des forêts. Le bois est une ressource renouvelable, produite sur nos territoires, contrairement aux énergies fossiles. Ces mécanismes de séquestration, de stockage et de substitution sont interconnectés. En effet, une action visant uniquement la substitution peut avoir des effets sur la gestion des forêts et donc sur le stockage du carbone en forêt. Un bilan carbone nécessite de prendre en compte les interactions entre ces mécanismes et les échelles de temps. En conclusion, tout au long de sa vie en forêt puis de ses usages, l'arbre joue un rôle crucial dans le cycle du carbone. La gestion durable des forêts, leur résilience et leur adaptation constituent un enjeu essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. Voici quelques points qu'il est important de retenir de cette deuxième séquence dédiée à l'impact des changements climatiques sur la forêt. Les sécheresses et les canicules génèrent des stress dont les effets s'accumulent, pouvant provoquer le dépérissement de l'arbre, voire sa mort. Les différentes espèces sont plus ou moins adaptées à un niveau de stress donné. La productivité des écosystèmes forestiers est en baisse depuis les années 2000. Des dépérissements sont déjà visibles suite aux sécheresses des années 2018 à 2020. Les risques liés aux parasites et aux incendies sont accrus par les changements climatiques. Les forêts sont le principal puits de carbone en France. Les trois rôles du bois dans le cycle du carbone sont séquestration, stockage et substitution.